Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial Entrepreneur heureux avec Laura Chetaille. Bonjour Laura et bienvenue. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom de famille. Oui, c'est assez rare, donc je te félicite. Ah. Merci, pour l'invitation, je suis très contente d'être là. Alors avec Laura, on s'est rencontrés lors d'un séminaire de coaching auquel j'ai participé, un séminaire avec Romain Drouet, coach business, pour celles et ceux qui ont écouté l'épisode précédent sur les valeurs. Et Laura est intervenue pour partager son histoire, comment elle a lancé sa marque Coco Kombucha. Alors je ne vais pas trop donner de détails parce qu'on va avoir l'occasion d'échanger dessus. Juste, ce qui m'a donné envie de l'inviter au podcast, c'est parce que j'ai été touchée par sa force pour continuer d'avancer malgré les obstacles. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de l'accueillir aujourd'hui sur le podcast pour parler entrepreneuriat et équilibre. Avant de commencer, Laura, j'ai un petit jeu que je propose à mes invités pour permettre aux auditeurs et auditrices d'en savoir un peu plus sur toi. Et pour ce jeu, nous avons besoin de 2 vérités et un mensonge sur toi, le but étant de deviner lequel est le mensonge. Alors bien sûr, le mensonge sera dévoilé à la fin de l'épisode. Est-ce que tu veux bien te prêter au jeu et nous donner 3 choses sur toi pour que l'on tente de découvrir laquelle est un mensonge ? Allez, c'est parti. Donc le premier, c'est, j'ai dépensé plus de 5 000 € de coaching et de psy cette année. Hem, le deuxième, c'est je ne réponds jamais au téléphone, ce qui est assez rare pour, une entrepreneure et le troisième, c'est, j'ai fait, Vipassana pendant 10 jours. Donc pour ceux qui connaissent pas, une méditation silencieuse, voilà, où on est vraiment déconnecté, on n'a pas le droit, d'échanger pendant 10 jours. J'avoue que je sais pas trop, je vais me laisser le temps aussi de l'épisode pour tenter de découvrir le mensonge. En tout cas, hâte d'en savoir plus. Top. Alors c'est parti, on va commencer tout simplement. Est-ce que tu peux en 5 phrases à peu près te présenter, nous dire, ce que tu veux sur toi et puis on échangera ensuite, sur le lancement de Coco Kombucha plus précisément? Je suis oui, Laura Chetaille, fondatrice de Coco Kombucha. J'ai fait l'EM Lyon et ensuite, 3 ans en conseil en stratégie de grands groupes et j'ai lancé Coco Kombucha puisque j'ai démissionné 3 jours avant le confinement, pour la petite histoire Ah ouais! et j'avais toujours voulu entreprendre, donc je me suis lancée dans l'aventure en me disant: «Bon, je tente, la boisson me plaît et on verra ce que ça donne» et ça fait maintenant, 3 ans que j'entreprends et 3 ans que je suis aussi digital nomade avec, un grand coup de cœur pour le Maroc, à Tarazout, où je passe beaucoup de temps à faire du surf et du yoga, notamment. Génial. C'est impressionnant aussi que, au final, le covid, où on s'est tous retrouvés isolés, enfermés et avec moins de liberté, toi, c'est le moment que tu as choisi pour, prendre ta liberté, à la fois en étant entrepreneur et à la fois en étant, digital nomade. Exactement, c'est vrai que je pense que ça a été une phase, où j'ai dû revoir mes plans parce que je voulais déménager au Brésil de base. Je suis quand même allée au Brésil quelques mois après le premier confinement, mais bon, pour trouver un emploi là-bas sans parler portugais, j'ai dû revoir mes plans et je pense que ça a été source de créativité pour moi cette période en effet et de, un peu ce qu'on fait en entrepreneuriat finalement, comment on affronte les challenges, comment on fait des challenges, des opportunités et c'est un peu ce qui s'est passé. Génial. Et du coup, comment tu as lancé Coco Kombucha? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, du coup, j'ai eu l'idée de Coco Kombucha pendant le premier confinement. Mon métier, c'était de faire des études de marché à l'époque, donc j'ai fait ça, avec une amie, en fait, qui m'a introduite au kombucha et je me rends compte qu'il y a un gros besoin, en fait, sur le kombucha qui est encore peu connu en France, là où aux États-Unis, c'est énorme. C'est un 1 000 000 de dollars de chiffre d'affaires. Dans le reste de l'Europe aussi, beaucoup plus développé
et je trouvais qu'on le trouvait peu en bar-restaurant et moi-même qui est assez sociable, très active et sportive, j'étais assez frustrée sur, le côté de alternative à l'alcool. Je trouve qu'on a très peu d'alternatives à l'alcool qui soient à la fois bonnes, saines et savoureuses et qu'on se retrouve vite à prendre un Paris Citron, par défaut parce que sinon c'est trop chimique ou trop sucré. C'est vrai. Et donc c'est là que je me suis dit: «OK, je lance la boisson un peu idéale, conviviale, bonne, saine» et c'est là que j'ai eu l'idée de Coco Kombucha. Je trouve ça fascinant à chaque fois, d'écouter comment, naissent, des marques ou toute l'histoire qu'il y a derrière. C'est très inspirant à chaque fois et c'est vrai que, bah, là, comme tu dis, je en ce moment, je réduis ma consommation d'alcool. Pas que j'en ai une grande, mais j'ai moins envie C'est et bien, c'est vrai je vous qu'effectivement, encourage. ouais, c'est vrai qu'effectivement, bah, souvent, c'est un Perrier tranche ou d'ailleurs, ça me fait penser, il faudrait que j'aille voir sur ta carte, sur le site, les bars, référencés. C'est un peu l'idée, c'est aussi d'avoir, que des lieux un peu cool et pépites, et comme c'est une marque lifestyle que ça aille ensemble quoi, que les gens puissent choisir aussi les lieux et se dire: «Ça va être un bon moment». Donc contente que ce soit le cas. Est-ce que tu choisis les bars précieusement? Est-ce qu'il y a une charte à suivre ou ça, c'est plus au gré des opportunités? C'est une bonne question. Je pense que je le fais un peu intuitivement, en fait, un filtre, mais de fait, le prix de coco est une vraie barrière à l'entrée. Hem, du coup, ceux qui vont être prêts à acheter Coco Kombucha, c'est plutôt vraiment des gens qui recherchent de la qualité. Donc généralement, ça va de pair avec un endroit qui porte attention aux produits, aux consommateurs, qui veut être innovant, se démarquer, qui a une bonne image de marque. Donc je dirais que ça se fait plutôt, naturellement en fait, ce filtre-là, notamment par le prix et puis globalement le fit, mais j'ai pas eu de en fait, j'ai rarement eu de cas où j'ai dû refuser, des bars restaurants. Ouais, tant mieux aussi, d'un côté. C'est ça et c'est l'avantage, c'est que c'est un super secteur, de gens passionnés que j'ai découvert, hein. Je connaissais pas du tout avant et on est, bah, mon assistante me le disait, mais on a que des clients super sympas et du coup, c'est assez, cool de travailler qu'avec des gens qui sont alignés sur ce qu'on fait, quoi. Ouais. Bah, d'ailleurs, ça rejoint aussi, je pense, l'équilibre d'une certaine manière d'être toi-même aligné pour attirer à toi des clients qui le sont ou qui, au moins, sont alignés avec tes, valeurs. On en parlait avec Romain dans l'épisode sur les valeurs, à quel point ça influence aussi, ton environnement Forcément, oui. et quand tu as lancé du coup, Coco Kombucha, à quel défi tu as été, confrontée? Est-ce que, tu as réussi à avoir un certain équilibre dès le départ ou au début c'était un peu, le comment dire? Le champ de bataille? Comment ça s'est passé? Je pense qu'un lancement d'entreprise est toujours, compliqué, stressant, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, même si moi, je me suis tout de suite mis des barrières, hein, sur pas travailler le week-end, par exemple, ou autre. Je pense que enfin, en tout cas, pour moi, c'était important, ça dépend des personnes. Mais bon, après, on avait un contexte très particulier quand même, le covid. Ma production a eu 9 mois de retard. Lancée sur un marché qui s'adresse aux bars et restaurants en pleine période de covid alors qu'ils étaient fermés, pas simple non plus. Donc le contexte n'était pas vraiment propice, on va dire, à ce que je faisais. Mais surtout, bah, ce qui a été le plus préoccupant pour moi, c'est que je suis tombée malade, au tout début du lancement avec un covid long où j'ai été alitée, 6 mois et j'ai mis 2 ans à m'en sortir. Donc un peu compliqué une fois que je venais de produire 40 000 bouteilles. J'avais jamais dépensé des montants pareils dans ma vie, hein, donc un peu de pression et donc j'ai dû, très vite, en fait, mettre en place des mécanismes, des routines et faire passer ma santé en priorité au maximum, même si c'est pas toujours évident parce qu'il y a toujours, bah, des problèmes et il faut toujours, accélérer dans un lancement. Donc dès le début, j'ai été plongée dans le bain, un peu de manière, brutale, quoi. Oui, parce qu'en plus à ce moment-là, tu tu toute seule pour lancer la marque? Oui, exactement. Alors j'avais pris une alternante quand même. Il y avait des aides de l'État à l'époque, donc ça aidait pas mal et j'avais une super alternante, avec qui je m'entendais bien. Mais c'est vrai qu'elle était pas tout le temps là, et un peu plus junior forcément, donc il fallait aussi que je la manage. Donc ouais, toute seule, c'est vrai qu'entreprendre toute seule aussi, c'est un challenge en soi aussi. On est d'accord.
Et comment tu as fait donc pour arriver à avancer malgré, la maladie et le fait que tu aies eu quand même, et 6 mois alité et 2 ans derrière pour arriver à reprendre des forces, et retrouver ton énergie? Ouais, je pense que déjà, je suis une personne assez déterminée, donc en fait, j'avais pas envie de lâcher, Coco. Aussi parce que j'y croyais, que c'est un projet qui me tenait à cœur et au fond de moi, je me disais: «Non mais OK, j'ai 2 heures d'énergie par jour, mais il y a des gens qui partent de bien plus loin dans la vie». En fait, c'est se poser la question: «OK, j'ai une contrainte, mais quelles sont mes ressources?» Et des ressources, j'en avais plein. Oui, si on se compare à plein d'autres gens, je sais pas, qui ont pas internet, enfin, on peut se comparer, finalement, quand on prend du recul, on est quand même, on a beaucoup de chance. En France, moi, j'ai fait des études, donc c'est un peu ça que je me suis dit et je me suis dit: «OK, j'ai 2 heures» et en fait, c'est un peu que la même question qu'on se dit: «Si j'avais un mois pour réussir, comment je ferais?» Et donc du coup, très vite, j'ai arrêté de démarcher les bars-restaurants en direct et je me suis dit: «OK, il faut cibler les grandes chaînes, en fait». J'ai pas à passer tout mon temps à démarcher, des «petits comptes» entre guillemets. Donc c'est ça qui m'a permis de signer Monoprix en moins de 6 mois après le lancement, de signer d'autres chaînes aussi pareil et c'est ça, de prendre du recul et toujours de me dire: «Quelle est ma tâche la plus importante? Comment est-ce que je peux aller, plus loin?» Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidée de toujours, ouais, vraiment se poser ces questions-là qui paraissent basiques, mais qui sont essentielles et surtout en entrepreneuriat, on peut vite se perdre dans les décisions et il faut se concentrer sur l'essentiel et abandonner tout le reste, quoi. Ouais, au final, ça t'a forcé à faire un point dès le départ et te dire, «Qu'est-ce que je veux faire pour aller là où je veux?» Et du coup de squeezer les étapes un peu intermédiaires qui, au final, où c'est pas obligatoire de passer par celle-là, pour aller directement, au step d'après, en quelque sorte. Exactement et sur la partie, apprendre à dire non, gain de temps aussi. En fait, j'avais pas le choix, je pouvais pas faire de rendez-vous physique la plupart du temps, j'en ai fait quelques-uns, mais donc c'est très dur, quand on démarre de dire non à des opportunités. Moi, j'ai beaucoup de mal et là, j'avais pas le choix et j'ai appris à le faire et j'ai vu qu'on trouve des solutions et d'ailleurs mes plus gros clients, mes top 5 plus gros clients, je les ai fait à distance au final. Ce qui en food est très contre-intuitif parce que c'est beaucoup d'humain et de relationnel. Puis aussi, se demander: «Qu'est-ce qui nous apporte de l'énergie? Qu'est-ce qui nous en coûte?» Et faire plus de l'un et moins de l'autre et ça, c'est pour moi une question qui est essentielle aussi, qu'on fait pas tout le temps. Mais forcément, quand on entreprend, on est notre plus grand asset, donc on est obligé d'être en forme, enfin obligé. C'est pas pareil qu'en salariat, on est un peu plus, accountable là-dessus, quoi. Oui, surtout quand tu entreprends seul, comme tu disais, il y a tout qui repose sur tes épaules. Si tu arrêtes, tout s'arrête, en fait. Il y a personne qui va prendre, la relève pour toi, il y a personne qui va alors tu peux avoir le soutien des proches, mais il y a personne qui va le faire à ta place. C'est à toi de décider et de choisir, de faire tes choix. Qu'est-ce que tu as envie de faire ou pas? Où est-ce que tu veux aller? Est-ce que tu arrêtes ou pas? Et c'est super inspirant et de voir qu'au final, dans cette, grosse difficulté parce que, enfin, moi, quand tu me dis 6 mois alité, je me dis: «Mais waouh, mais comment elle a fait?» Sachant en plus que, voilà, aujourd'hui, tu as des partenariats qui sont vraiment super chouettes et c'est une marque qui continue de se développer et qui a vraiment de l'avenir et de cette, grosse difficulté, tu en as fait une superbe opportunité parce que tu es allé tout de suite, chercher, ceux d'en haut, on va dire, en termes de clients, le client idéal en quelque sorte, tout de suite, quoi. Mmh. Et donc tu nous as partagé déjà un petit peu des astuces de ce que tu as fait toi, à ce moment-là pour, arriver à avancer, qui était de regarder donc les ressources, disponibles, prioriser et aussi d'apprendre à dire non. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as mis en place à ce moment-là pour, développer ton business? Je dirais vraiment investir sur soi aussi. Et bien sûr, j'en parlais, mais le côté routine, santé pour moi qui est primordial. J'ai une routine assez militaire. Ça fait assez rire certaines personnes, mais bon, je me réveille le matin, je fais mon yoga, je n'ouvre pas mon téléphone avant midi. En fait, je suis en mode avion tout le temps. Je regarde mes mails que 2 fois par jour. Je fais du deep focus tous les matins. Je fais des pauses toutes les 45 minutes de 15 minutes en mode pomodoro. Je mange assez sainement, je fais du sport, 2 fois par jour. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment la base. C'est le plus j'ai d'énergie et le plus, je suis concentrée, le mieux pour mon business. Mais bien sûr, sur toute la partie investir, du coup, je dépense aussi beaucoup dans
Tout ce qui est, cours de sport, yoga, bien-être, alimentation, bio, tout ça, je ne compte pas et aussi psy, coach, puisque c'est essentiel pour moi d'être, bien dans sa tête, en fait, la santé mentale aussi, parce que ça a été dur pour moi à la sortie là de ce covid long et quand on est entrepreneur, on se sent souvent seul, donc c'est bien de pouvoir en parler. Et sur la partie investir sur soi, tout ce qui est coaching, accompagnement, j'ai fait beaucoup de formations. Une qui s'appelle Workless, ça faisait beaucoup rire mes parents, d'une entrepreneur qui se lance et qui veut déjà travailler moins. Mais honnêtement, super formation. J'ai fait le bootcamp de Thibault Louis, qui m'a énormément apporté sur LinkedIn et je rajouterais du coup l'écosystème, de croissance, dont Yann Palermo, parle beaucoup. Et c'est vrai que s'entourer d'entrepreneurs qui pensent comme nous, d'ailleurs, on fait des lives maintenant, avec, Kian, tous les, 1 fois par semaine, donc je vous invite à aller suivre la Conquête Live. Mais on échange beaucoup, on se tire vers le haut et on partage notre quotidien et je trouve que c'est super, essentiel, en fait, d'avoir, des entrepreneurs qui pensent comme nous, qui ou différemment, mais qui sont là et puis, des partenaires qui nous inspirent, qui nous tirent vers le haut. C'est aussi, ça change tout. Pour moi, ça change tout plutôt que de rester seul, dans son coin et par rapport à ça, j'avais fait d'ailleurs un accélérateur food, qui était quand même pas mal en ce sens-là aussi. Oui, savoir s'entourer de bonnes personnes. D'ailleurs, on mettra les liens dans la description du podcast, comme ça permettra aux gens qui nous écoutent et qui ont envie d'aller voir un peu de plus près, d'avoir directement les liens. Mmh. Ouais, avec plaisir. Est-ce qu'il y a des conseils que toi, tu aurais aimé avoir, avant de te lancer ou au début de ton lancement? Je pense que c'est assez personnel. Il faut savoir, ce qui marche pour soi, mais personnellement, je trouve que déconnecter, c'est essentiel et trop peu de gens, le font à mon goût. Déjà, prenez un téléphone pro. Moi, j'utilise on-off, donc je peux le mettre sur on ou sur off et c'est ce que je fais globalement et ça change la vie parce que les appels le week-end quand on est en vacances, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je travaille vraiment de manière asynchrone la plupart du temps. En fait, j'ai une après-midi dans la semaine pour les rendez-vous en général. Parfois, je fais des podcasts avec des gens que j'aime bien, mais j'évite les rendez-vous. Donc je les mets tous d'un coup le mardi après-midi. Donc ça aussi, travailler en asynchrone, inciter les clients à travailler comme on a envie, donc plutôt par mail, moi, et du coup, je réponds sous 12, 24 heures en général, mais je suis pas dans la sollicitation, dans l'urgence, je suis pas en train de sauver des vies. En fait, prendre du recul sur ce qu'on fait. Bien sûr, on lance un business, il y a des opportunités, il faut être réactif, mais déconnecter le soir, enfin, vous allez revenir 3 fois plus frais le lendemain et ça va pas changer fondamentalement votre business, si ce n'est que, vous allez être plus performant, le lendemain matin, quoi. Et de la même manière, prendre des vacances. Cet été, j'ai réussi à couper, 3 semaines entières. Bon, maintenant j'ai une assistante virtuelle, donc ça aide aussi. Mais encore, elle était pas là elle était pas là les 10 premiers jours. Hem Et en fait, j'ai même pas parlé de coco pendant presque 2 semaines. Ça faisait 3 ans que c'était pas arrivé. Mais juste, c'est essentiel de déconnecter pour la créativité, pour penser à d'autres choses, sortir, de notre angle, de notre point de vue. Je pense que, tout le monde se dit: «Non, il faut travailler 24/24, on est en plein lancement». Non, en fait, si vous faites ça, moi, je trouve ça vraiment contre-productif, sachant qu'en moyenne, un humain qui travaille, bien avec son cerveau, c'est 4 5 heures de concentration par jour, heu, efficace. Donc en fait, sprintez, comme les athlètes, reposez-vous et recommencez. Mais ça sert à rien de se cramer dans les premiers mois et tout le monde le dit, mais l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Donc Ouais. OK, il peut y avoir des périodes intenses, mais ne culpabilisez pas de déconnecter. En fait, c'est essentiel, c'est même un devoir de l'entrepreneur. Hem, Comme tu le disais, dans ton intro du podcast, que j'écoutais tout à l'heure, enfin, on est notre premier asset en tant qu'entrepreneur. Donc il faut investir en ce sens-là sur nous, quoi. Donc ça, c'est vraiment mes conseils, ouais. Ouais. Déconnecter, avoir un téléphone pro, apprendre à mettre des limites aux clients aussi, à dire non. C'est dur, hein, franchement, c'est dur tous les jours de pas saisir toutes les opportunités, de devoir choisir. Mais du coup, moi, par exemple, je fais beaucoup de templates pour dire non. En fait, ça m'aide, filtrer les demandes. Des templates, d'email? Ouais, j'en ai un peu pour tout. Par exemple, ça peut être, je sais pas, demande d'emploi, de partenariat et cetera et maintenant,
Comme c'est mon assistante qui traite la boîte mail, générique Coco, je les vois même pas passer. Parce que quand c'est un mail qui est trop bien fait et cetera, je m'emballe et bien sûr que j'ai envie de répondre à la personne différemment et donc ça m'enlève une charge mentale de dingue. Donc un autre conseil, effectivement, prenez une assistante virtuelle, c'est incroyable, ça change la vie Ouais. et moi, par exemple, ça m'a dégagé de 80 de ma charge mentale, des emails un peu opérations que je vois passer et ça me permet de vraiment me concentrer sur ce qui est important et de gagner, beaucoup, beaucoup d'énergie dans une journée et en plus d'avoir une équipe, c'est cool au quotidien, on passe des bons moments. Ouais. Et une assistante virtuelle, est-ce que c'est quelqu'un qui attend, partagé à distance? Comment ça se passe? Alors ce sont des freelances généralement et on peut commencer à partir de 1 heure par semaine, hein, donc au début, moi, c'était vraiment 5-10 minutes par jour et j'ai très vite pris goût. Mais maintenant, elle fait 1 heure et demie, mais elle répond toute la journée, en fait, parce que du coup, elle traite d'autres clients en attendant et c'est vraiment incroyable. Bah, d'ailleurs, au début, ma mère m'a dit: «Mais Laura, 60 € de l'heure, une assistante, te moques de moi, tu arrives même pas à te payer». Tu vas vraiment faire ça et en fait, il y en a qui disent: «Les VA, c'est les nouvelles Rolex». Clairement, parce que du coup, en fait, déjà, si tu valorises ton temps quand même à plus de 60 € de l'heure et c'est le cas pour moi, bah, déjà, c'est rentable, en fait et il se trouve qu'elle m'a fait signer mon plus gros contrat cette année parce que, j'avais passé à côté de l'opportunité par manque de temps et que grâce à elle, du coup, on l'a signé 2 semaines après. Donc elle était largement rentabilisée, 2 semaines après, quoi. Donc comme quoi investir sur soi, mais à chaque fois, ça marche tout le temps. Ouais, c'est vrai que j'avais même pas eu l'idée, tu vois? Mais je vais te piquer plein d'astuces là, même le portable, le fait d'avoir un autre portable, c'est quelque chose auquel j'avais réfléchi, puis, je m'étais dit: «On verra plus tard». Mais en fait, tu as raison parce que c'est vrai que, bah, dès que je pars, c'est mélangé donc forcément, même si tu réponds pas, tu vois que tu as un message ou un appel et du coup, c'est de la charge mentale d'une certaine manière, C'est ça, c'est 5 € par mois, meilleur 5 €. Vraiment, je recommande à 100 et et sur le téléphone, j'ai plein d'autres astuces, hein. Moi, j'ai 0 notification, beaucoup, beaucoup mode avion et globalement, je supprime souvent les applications qui me prennent de l'énergie. Ouais, donc tu as vraiment aussi, cleané ton environnement, délégué ce que tu peux, petit à petit. Au moins là, avec l'assistante virtuelle, déjà en première étape, apprendre à dire non. Ouais, il y a vraiment un on sent qu'il y a eu du travail sur soi aussi, tu vois? Oui, oui, je me fais violence, bah, typiquement aussi pour pas regarder les mails, c'est dur, hein, je regarde les mails que quand j'ai fait mes 3 heures de deep focus le matin et j'ai un outil qui est génial pour ça aussi, c'est Inbox, When Ready et en fait, ça te permet d'accéder à tes mails et de rechercher dans ta barre de recherche pour tes mails, sans que ça affiche tous tes mails qui sont arrivés le matin et d'ailleurs, ça te met le temps que tu as passé dans tes mails, donc moi, mon but, c'est 30 minutes par jour max et donc ça, c'est bien pratique aussi. Ah ouais, quand j'entends tes chiffres là, je me dis: «Je suis tellement loin de ça». Non, mais ça prend du temps, hein, encore une fois, j'ai fait une formation workless, enfin et je me fais violence. Parfois, ça arrive que un peu plus et parce qu'aussi j'ai une assistante, donc j'ai beaucoup moins de mails, par exemple, ou parce que, voilà, j'essaie aussi d'automatiser, mais ça vient petit à petit, aussi. Mais et c'est au après encore une fois, chacun a sa manière de fonctionner aussi, hein, Ouais, oui, c'est ça, de voir est-ce que c'est adapté à sa situation et est-ce que ça nous convient. Mmh. Ça me fait penser même typiquement, d'avoir une femme de ménage. Voilà, ça dégage du temps, quoi et de la charge mentale parce que tu sais que tu as pas besoin de caler ça dans ton planning, de t'organiser, Ah non, mais clairement, moi, je suis la reine de l'externalisation et de la délégation maintenant et du coup, comme j'avais pas beaucoup de temps, mais et aussi, je suis un peu flemmarde sur plein de sujets. Mais mes amis se moquent de moi, mais en fait, la phrase que je passe le plus de temps à dire, c'est: «Je passe ma vie à racheter mon temps» et typiquement, quand je vais à l'aéroport, je prends le fast track. Effectivement, la femme de ménage, si quelqu'un peut me faire à manger pour toute la semaine, je prendrai royalement. Sinon, en ah attendant, oui, souvent, je me fais livrer ou je vais au restaurant. En fait, tous les trucs c'est ça, moi, faire les courses, en fait, c'est une charge mentale de dingue de se dire: «Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je vais manger?» ou autre. Le ménage, c'est pareil, j'ai pas envie d'y penser et donc bah, encore une fois, si tu estimes ton temps, disons à 100 € de l'heure, je pense que tu peux largement déléguer et te dire: «Je vais faire autre chose de mieux avec ce temps-là», quoi. Donc mmh, pareil, tout ce qui est, tout ce qui est délégable, j'encourage.
Ouais, je te rejoins là-dessus, pareil pour la cuisine, quand j'ai du monde, ça me va de cuisiner, mais alors au quotidien, si je peux avoir quelqu'un qui cuisine pour moi, c'est avec plaisir aussi, quoi. C'est un vrai luxe, mais qui fait gagner beaucoup de temps et pour moi, du coup, c'est important de manger sain aussi donc en fait, je le vois encore une fois comme un investissement sur ma santé. Mmh. Ouais, complètement, je pense que ce sera un sujet de podcast aussi. J'aimerais bien, parler alimentation parce que pour moi ça a vraiment ça fait sens par rapport à l'équilibre et au bien-être d'avoir du bon carburant, en Mmh. fait, en mangeant sainement. Mmh. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré ou des est-ce que tu as eu des livres peut-être que tu as lus ou des ressources pour, t'aider à trouver cette nouvelle organisation que tu as? Donc tu as parlé de certaines formations. Est-ce qu'il y a d'autres choses en complément? Oui, alors l'organisologie, de Julien, c'est, pas mal de formations vraiment très bien aussi sur, comment être efficace, avoir un deuxième cerveau entre guillemets sur Notion. La semaine de 4 heures, je me disais que je dois le relire parce que je pense qu'inconsciemment je l'avais lu il y a 5-7 ans et c'est un peu le but, quoi. Et est-ce qu'il y a des moments aussi où, tu as négligé ton bien-être et où, tu as eu une expérience, que tu aurais envie de partager là avec nous pour, avec les leçons que tu as pu en tirer pour éviter à d'autres de se faire avoir? Ouais, je pense que j'ai souvent tiré sur la corde parce que j'avais pas beaucoup d'énergie, mais parce qu'aussi c'est un schéma pour moi de me remettre, dans trop travailler, être stressée. Après c'est normal, c'est l'entrepreneuriat, mais ouais, je pense que j'ai plus ou moins frôlé le burn-out, à un moment ou à un autre et et du coup, moi, ce qui marche bien pour moi, c'est de vraiment me mettre des limites, en fait. Normalement, l'après-midi, j'ai une horaire de faim où je coupe tout, de me dire: Voilà, je fais vraiment des pauses, je me force à les faire, je fais ma routine, se mettre des limites, bloquantes et de vraiment s'y tenir. Je pense que c'est essentiel, et surtout, en fait, simplement de s'écouter aussi, d'être franc et honnête avec soi-même. Comment on se sent en ce moment? Quelles sont nos sources de stress? De les gérer, en fait. Par exemple, pendant longtemps, j'ai un peu mis mes finances de côté parce que c'était pas la priorité donc mais sauf que mon business est très gourmand en cash, donc à un moment il faut se poser et moi du coup j'ai changé d'expert comptable, j'ai pris une DAF en freelance, toutes les semaines j'ai mis 2 points dans mon agenda et je dis: «OK, ça c'était ma source de stress, on s'en occupe quoi» et je pense qu'il faut vraiment s'écouter, voilà, c'est ça. Bien sûr, c'est normal d'avoir du stress ou autre, quand ça devient trop long, répété, il faut mettre en place des choses, qui nous aident et typiquement moi, ce qui m'aide aussi, c'était d'avoir, par exemple, là, j'ai yoga tous les soirs. Ça me force à finir ma journée, en fait. Donc, trouver des systèmes qui aident à vraiment, faire en sorte qu'on fonce pas dans le mur. C'est vrai qu'au final, là, d'avoir un cours à une heure fixe, ça t'oblige à couper et tu as trouvé la parfaite alternative pour même si tu serais tenté à te dire: «Encore 5 minutes», ben, en fait, non, sinon tu es en retard et tu rates ta session et tu as pas envie de rater ta session. Exactement. Je des hard stops, c'est quand même le meilleur truc. Bah, quand j'étais beaucoup chez mes parents, du coup, comme j'étais malade et tous les midis, j'allais déjeuner chez mes grands-parents qui déjeunaient à 12h15. Donc, pareil, hard stop, pas le choix et j'étais là et on parlait d'autres choses et je promenais mon chien donc, c'est bête, mais ça fait des vraies coupures et des vrais breaks et c'est important aussi, ouais. Mmh. D'ailleurs, ça me fait penser quand tu as lancé, du coup la marque, quelle était ta situation, financière à ce moment-là? Est-ce que tu avais une pression financière aussi? Comment tu as pu gérer cet aspect-là? J'avais quand même de l'argent de côté suite à mon conseil en stratégie pendant 3 ans où je gagnais bien ma vie. Et puis j'ai eu Pôle emploi, quelques mois, donc ça m'a aidée aussi. Mais oui, il y avait une pression financière parce que du coup, typiquement, j'avais produit pour 30 000 à 40 000 € de bouteilles et c'est de l'argent que je n'avais pas du tout. Donc je savais qu'il fallait que je les vende et quand on a travaillé pendant 1 an sur un produit sans savoir s'il va plaire, pas simple non plus. Donc ouais, Mmh. il y avait la pression financière, c'était très nouveau à gérer pour moi. Mmh. Du coup, pour, être plus sereine par rapport à cet aspect financier, c'est quoi qui t'aidait à tenir à ce moment-là? Bah, déjà, j'avais pas le choix, hein, il fallait que je vende les bouteilles. Du coup, c'était un gros motivateur, sur la partie vente et OK, j'aime le challenge, mais certains comptes pour les signer, j'ai quand même rappelé 30 fois, quoi. Donc vraiment grosse motivation là-dessus.
Je pense que je suis juste très optimiste, en fait. Quand on lance une entreprise, c'est normal de pas faire de l'argent tout de suite, que les marges soient pas incroyables. J'ai toujours un peu quand même dépensé beaucoup d'argent, que ce soit pour investir sur moi, pour me dire: «Bah, oui, j'envoie des échantillons, oui, je fais des gratuités, mais je sais que ça va payer derrière» et je pense que ce mindset-là, c'est ça aussi qui aide à enfin, si on n'y croit pas, à un moment, ça marche pas, quoi. Donc faut trouver l'équilibre entre, bien sûr, on peut pas vendre à perte toute la vie. Il faut quand même avoir un modèle rentable, mais Ouais. accepter que si vous voulez vraiment que ça marche, en fait, le meilleur moyen de make money, c'est to spend money. Dans ce que j'entends aussi, c'est d'investir au final, d'avoir des investissements, de savoir que de l'argent que tu dépenses à un instant T, c'est, parce que par la suite tu crois vraiment que ça va revenir et que ça va porter ses effets et beaucoup de persévérance aussi parce que rappeler un compte 30 fois, je pense pas que tout le monde se donne les moyens de faire ça. Donc se prendre beaucoup de non aussi. Dire non, mais se prendre des non. Oui, alors il y a 2 choses que j'ai apprises qui sont, chaque non nous rapproche d'un oui et en fait, se prendre des non, c'est normal et c'est là que tu apprends. Donc il y a des gens qui pourraient le voir comme un échec, mais en fait, si tu commences par faire ça, bah, non, en fait. Dans une journée, les journées où je prospecte, je me prends 100 non et c'est pas grave parce que du coup, ça veut dire que statistiquement, il y aura quelques oui et la deuxième chose, c'est, il va y avoir des difficultés, il y aura des problèmes, il y aura des trucs que tu feras mal. Je suis perfectionniste, mais il faut s'y attendre et donc ça soulage d'un poids, en fait, de dire: «Bah, franchement, tu es entrepreneur». Déjà, peu de gens osent le faire parce qu'on l'oublie quand on fait que ça et qu'on est entouré d'entrepreneurs, mais il y a beaucoup de gens qui admirent ça. Je n'ai pas la science infuse. Je fais les choses différemment de tout le secteur parce que je suis un peu plus solopreneur, digital et cetera. Les autres sont très terrain. Bah, je teste et on verra et c'est pas grave et de toute façon, personne n'a la réponse. La seule personne enfin, qui a la réponse, c'est le marché, c'est les clients, les consommateurs et eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc en fait, faut se dire ça aussi, il y a une part de chance, il y a une part d'imprévisible, il y a une part des opportunités qui vont apparaître, qu'on ne peut même pas imaginer, Oh oui, et donc c'est un peu comme, les résultats exponentiels aussi. C'est toutes les petites actions qu'on fait. Parfois, on sait même pas si ça sert, on sait même pas et d'un coup, c'est exponentiel. C'est comme poster sur LinkedIn. mmh, Il y a des retours qui viennent, out of nowhere, quoi. Donc c'est un peu ça aussi, ouais. ouais, complètement. C'est, très motivant, notre échange, j'adore. Et avant d'aller vers la fin de cet épisode, il y avait une dernière question que j'avais très envie de te poser. Donc tu as déjà répondu en partie, mais c'est, quelles sont les astuces pour prendre soin de toi? Donc tu nous as dit que tu avais une routine assez, carrée. Est-ce qu'il y a d'autres astuces que tu as? Là, j'essaye de prendre plus souvent des vacances, presque, 1 fois par mois. Bon, c'est aussi contextuel, mais je suis très, très yoga, méditation. En fait, je sais pas, quand je parlais de choses qui me donnent de l'énergie ou qui m'en enlèvent, marcher aussi. C'est fou à quel point marcher réactive le cerveau, fait du bien, déstresse pour, ouais, pour tout. Donc je me force vraiment à marcher 10 000 pas par jour. Ouais et puis, les massages. J'adore les massages et Oh oui. ça fait un peu partie de se reconnecter à son corps, en fait, aussi et de lâcher prise. Complètement, ouais. Je te rejoins là-dessus. Il y a quelques mois, j'ai pris une décision, la meilleure décision, de ces derniers mois, c'est d'aller me faire passer une fois par mois. Génial. Au début, je trouvais que c'était un luxe de dingue, Ouais. hein, et pareil quand j'ai shifté à 1 mois, c'est un autre mindset, mais ouais, tu as raison, j'encourage à 100. Et ouais, complètement pareil. Au début, je me disais: «Le massage, c'est un luxe, une fois de temps en temps» et encore, tu vois? Et en fait, chaque mois, je me réjouis de cette heure à venir de massage parce que je sais que c'est une heure qui est complètement dédiée, au bien-être et ça fait un bien fou, ça requinque, ça reconnecte au corps aussi. Mmh. Avec les problèmes de genoux que j'ai eus, je sais que c'est important pour moi Bah oui. et donc je te rejoins là-dessus, massage en force. Alors, ouais, moi, du coup, au Maroc, j'en fais même, au moins 1 fois par semaine. Oh, Donc trop j'ai bien. même passé le step d'après. En plus, les gens, c'est quoi 80-100 €? Les gens dépensent dans plein d'autres trucs. Moi, c'est vrai que ces dernières années, effectivement, j'ai réinvesti tout mon argent, tout réinvesti, que ce soit sur moi, sur le coaching, mais c'est quelque chose qu'on peut pas t'enlever et de la même manière sur mon bien-être, sur les expériences et typiquement là, je sais qu'il faut que je me rachète un peu des habits parce que j'ai mis ça en priorité de 10 000. Et de la même manière, j'ai beaucoup réduit l'alcool et en fait, c'est quoi, une soirée avec des amis, c'est le prix d'un massage donc bien sûr que c'est sympa les soirées avec les amis, mais c'est aussi où sont tes priorités finalement par rapport à te faire un resto de plus. C'est comme quand les gens disent, «Ah 50 € de courses bio, c'est cher». Ah,
une pinte et une pizza dans un bar, 50 €, c'est pas cher. Bah, Ouais, ouais, quelles sont tes priorités? Donc clairement, le massage, je trouve que les bénéfices sont dingues et on devrait tous en faire plus. ouais. D'ailleurs, en Asie, ils se font masser tous les jours, donc voilà. Oui, c'est, bon ça c'est encore, un autre level. C'est ça, on y va encore. Ouais. On arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup Laura pour ce partage et donc je propose qu'on revienne à notre petit jeu. Alors j'ai ma petite idée par rapport à ce qu'on s'est dit. J'ai donné des pistes. Ouais, bon, on va quand même y aller step by step. Je te laisse nous dire une des 2 vérités, tout d'abord. Ouais, du coup, oui, j'ai j'ai fait le calcul, j'ai dépensé plus de 5 000 € en coaching et psy cette année, mais super investissement, donc je le recommande à tout le monde, donc ça, c'était vrai. Ouais, ça rejoint ce qu'on disait d'investir sur soi aussi et de choisir où est-ce qu'on met son argent, avec conscience. Ouais, Mmh. exactement. Et bon, je vais quand même tenter de découvrir le mensonge. Je pense que tu ne réponds jamais au téléphone, Oui, tout à fait. donc ça, c'est la deuxième vérité et donc ça nous donne le mensonge. J'ai pas encore fait Vipassana, j'aimerais beaucoup. Justement, j'y pense, mais j'ai pas encore, franchi le cap. Déjà, je me dis: «Je vais peut-être commencer par un week-end silencieux», c'est déjà très long, hein, parce que j'ai beau, Ouais, méditer un peu par-ci par-là, je pense que, rester assis en tailleur pendant 10 jours sans rien dire, c'est le niveau d'au-dessus, quoi. ça me paraît énorme, ouais. Ouais et qui aide à prendre vraiment du recul. Mais je pense déjà en 3 jours, tu as déjà des prises de conscience et je pense que c'est déjà hardcore. Mais en tout cas, tu vois, quand je voyageais, j'ai rencontré des personnes qui avaient fait ça ou qui l'avaient déjà fait et qui allaient repartir pour une semaine comme ça de retraite silencieuse et je trouve ça super impressionnant parce que, si je passe une journée sans parler à personne, déjà dans ma tête, ça commence à être, le cafouillis total. Par contre, c'est vrai que ça a l'air super, comment dire? Libérateur, je pense et que ça permet vraiment de prendre de la hauteur. Donc je peux comprendre que c'est quelque chose que tu aimerais bien faire et ça rejoint aussi, le bien-être aussi de, bah, tester des nouvelles choses. Ça on en parlait avec Virginie pendant un épisode sur, être à l'écoute de ses propres besoins, Ouais. de pas hésiter aussi à aller vers des nouvelles choses, voir qu'est-ce qui nous correspond et Bah, tout à fait, hein. J'ai mentionné que des trucs un peu chiants, mais il y a toute la partie, moi, en fait, malgré cette routine, j'ai une grande part pour le spontané et c'est là ça, le spontané, tester des nouveaux trucs. J'aime bien dans le yoga, là, en ce moment, je réapprends à faire le pont, des choses d'enfant, quoi. L'équilibre sur les mains, et en fait, ça me fait trop plaisir. Enfin, c'est des choses spontanées. Il faut tester, mais ça peut être des activités basiques. Mais je suis d'accord. Je pense que sortir de sa zone de confort, dire oui à des choses un peu random, rencontrer des gens, heu, complètement. c'est ce qui donne de l'énergie, aussi. Et d'ailleurs, bah, Kylian, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à Tarazout. En fait, on avait fait le même bootcamp LinkedIn et il me dit: «Ah mais je suis à Tarazout aussi, viens, on prend un café». Et normalement, c'est pas du tout prévu dans ma routine. J'ai dit: «Bon, OK» et finalement, on a passé 2 jours ensemble tellement on s'est bien entendus et J'adore. et du coup, bah, maintenant on travaille ensemble, on fait plein de trucs ensemble et juste ça m'a redonné plein d'énergie sur ce moment-là de connecter avec quelqu'un au lieu d'être seule dans ma routine Mmh. et donc j'encourage tout à fait aussi de faire des nouvelles choses, des choses qui nous plaisent. De toute façon, on est fait pour grandir et pour, voir des nouvelles choses, donc je te rejoins totalement là-dessus, ouais. Ouais et toujours garder cette notion de kiff, de faire des trucs qui font plaisir aussi pour son équilibre. Mmh. Voilà, bah, par exemple des podcasts. Par exemple. D'ailleurs, j'ai dit que c'était, ma dernière question, mais il m'en reste une dernière quand même pour toi. C'est, comment on peut te contacter pour, celles et ceux qui voudraient, entrer en lien avec toi? Et bah, mon LinkedIn est ouvert avec plaisir, n'hésitez pas. En vrai, c'est le moyen le plus simple. OK, malgré les modes avion, voilà, vous savez que via LinkedIn, vous avez une petite porte d'entrée. Donc, je mettrai le lien pour, celles et ceux qui souhaitent, contacter Laura dans la description de l'épisode. Avec plaisir. Merci encore Laura, Bah, merci à toi, c'était super, super intéressant comme échange. Donc, à très vite, j'espère. à très vite. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.